a quand même au-dessus de nous toute une législation, des contraintes. Lorsque vous tracez vos zones, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous tient la main. C'est cette spécificité de massif rural, avec une partie montagne, une partie plaine. Donc c'est un PLUI aussi qui a la contrainte supplémentaire d'être soumis à la loi montagne qui impose une contrainte supplémentaire. Alors non, ce n'est pas simplificateur, parce que empiler les choses dans nos sociétés très administratives, c'est une complexité supplémentaire. Et la deuxième complexité supplémentaire, c'était d'être sur 2 départements. Donc tous les documents devaient être avalisés par les services de l'État des 2 départements. On devait consulter les 2 chambres de commerce, les 2 chambres de métiers, etc., etc. Les 2 chambres d'agriculture. On est aidé également par la norme supérieure, qui est le SCOT, que sont les lois montagne, les lois sur l'eau, la loi Allure. Un beau résultat qui est le fruit aussi d'un travail très actif de l'ensemble des partenaires, de toutes les instances partenariales qui ont été partie prenante à ce processus. Je pense bien évidemment aux professionnels de la construction et de l'immobilier, aux bailleurs, à un certain nombre de structures associatives qui œuvrent aussi dans le domaine du logement. Et puis aussi, il faut le noter, aux services de l'État qui nous ont aussi accompagnés dans la démarche, parce que on agit dans un cadre légal législatif. Et le fait qu'on soit en capacité collectivement à l'échelle d'un territoire de pouvoir aborder ces sujets est aussi une marque d'intelligence territoriale, et je pense qu'il faut avancer dans ce sens-là. La Chambre d'agriculture a une lecture et a un avis à donner sur notre PLUI, nous a dit non, mais là, nous, on n'est pas d'accord du tout. Vous devez ouvrir à la construction aux agriculteurs. Et leur réflexion, effectivement, nous a permis un petit peu de revoir notre copie et de se dire, effectivement, là, on est en contradiction totale avec les objectifs du SCOT. Nous voulons bien faire, nous voulons sauvegarder notre paysage, mais n'allons pas trop loin non plus. Essayons de respecter ce monde agricole qui est en grande souffrance. On tâchera de rester présent parce que c'est notre rôle sur tous les enjeux de l'État. Il s'agissait aussi pour nous, et c'était important je crois, de pouvoir le partager avec l'ensemble de la population, les forces vives de nos territoires. Le milieu professionnel, le milieu agricole et l'ensemble des citoyens à travers de nombreuses réunions de concertation, et on a souhaité essayer de le faire aussi à travers une approche un peu novatrice, accompagnée des services du conseil départemental, à travers le prisme culturel, peut-être pour sortir un petit peu des sentiers battus, essayer de rassembler un peu plus largement que l'on le faisait jusque-là. On peut dire finalement, le résultat est sans doute un peu mitigé en la matière. On est aussi déçu quelquefois de ne pas avoir suffisamment pu rassembler autour de ces questions-là. C'est plutôt justement ce processus de travail qui doit être pris, qui doit être même engagé au long terme avec des habitants qui trouvent eux-mêmes, avec les élus, des solutions. Il faut les imaginer avec tout le monde, et c'est ce qui les rendra acceptables. Parce que les changements, derrière, ils sont très importants. Qu'ils aient confiance dans le travail en commun, il en reste toujours quelque chose. Et ça évite d'avoir une vision un peu trop étriquée, qui est toujours dommageable, même si le travail en commun, et en particulier dans les collectivités du type de la métropole, ou en tout cas les intercommunalités, n'est évidemment pas facile. Qu'ils aient confiance aussi dans les habitants et dans les valeurs positives qu'ils ont à l'esprit. J'ai eu l'occasion de remarquer plusieurs fois que les problèmes qui animent l'esprit des élus ne sont pas du tout ceux des habitants, et qu'ils ont une vision de leur ère de vie qui est largement au-delà des limites communales. Et il faut le prendre en compte. C'est pour eux qu'on travaille. Les pétitionnaires nous demandaient des rendez-vous, on les a tous reçus. C'est un travail de titan, mais les gens ils ont souvent besoin, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un PLUI ou qu'un PLU. Ça prend un temps énorme. C'est vrai que finalement, PLUI, la question d'intérêt privé, elle arrive beaucoup plus tard. Parce que concertation, on n'a pas fait de concertation à l'échelle communale. Donc la question du terrain de Pierre, de Paul ou de Jacques, c'est une question qui arrive très très tard. Et elle arrive au moment de l'enquête publique. Et je trouve que ça protège énormément les maires des pressions. Et il y a un équilibre beaucoup plus fort entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Même avec la population, on a fait des ateliers, on a fait des rencontres dans chacune des communes, on a vraiment présenté en amont
pendant, et on aura l'enquête publique, et on a vraiment sollicité les populations pour que les gens se déplacent, aillent poser leurs questions et qu'il n'y ait pas de tabou, que l'on n'ait pas des regrets plus tard. Et tout ça pour éviter effectivement des recours, et j'espère qu'on évitera tout recours. Il fallait être aussi têtu, parce que c'est vrai qu'appliquer les contraintes du SCOT, c'est certain que nous, par exemple, dans le village où je suis le maire, nous avons dû déclasser 20 hectares de terrain constructible en terrain inconstructible. Donc on a craint les coups de fusil, donc ça va, pour l'instant je suis vivante à ce jour. Mais c'est vrai qu'il y a eu des rencontres avec la population très tendues, et même dernièrement, lors d'un atelier participatif, les gens se sont manifestés pour exprimer leur colère. Donc c'était les gilets jaunes de l'urbanisme avant les gilets jaunes actuellement pour la politique générale. Ouais. Les gens ont besoin, il faut qu'ils aient quelqu'un pour leur répondre. Même si on n'a pas la réponse, il dit c'est bon ton projet, je m'en occupe. Ta question, j'ai peut-être pas la réponse maintenant, mais tu l'auras et je te rappelle. Je pense que le premier réflexe de l'habitant à qui on va dire il y a une révision d'un document d'urbanisme va être de venir à la réunion pour se dire je veux regarder mon terrain. Est-ce qu'il est constructible toujours ou pas s'il n'est pas déjà construit? Et je vais regarder qu'est-ce qu'il en est bien de mes voisins. Est-ce qu'on va me mettre un immeuble à côté de chez moi qui risque de l'habiter, ou est-ce que je vais garder des espaces verts? C'est humain, tout un chacun ferait de la même manière. Par contre, il y a un enjeu pour nous les élus de dire le zonage, c'est le dernier moment de l'élaboration d'un document d'urbanisme, sera la traduction des orientations qu'on a prises. Donc le premier travail, il est de faire partager les orientations. Alors, la pédagogie, c'est de dire nous sommes membres d'une intercôte, donc d'un territoire. Donc maintenant, on ne peut plus raisonner qu'au niveau de la commune. Visons plus haut, visons plus large. Et ça, les gens le comprennent très bien. Comprennent aussi que le maire ne peut plus tout faire tout seul. Après, ce qui était beaucoup plus délicat, c'est quand on touchait au porte-monnaie et à l'intérêt personnel. Les gens ont payé des taxes, ont payé des droits de succession. Et subitement, d'un coup de baguette magique, on leur dit c'est fini. Maintenant, ce que vous pensiez voilà, donner en héritage à votre fils, à vos petits-enfants, c'est fini. Donc le terrain perd de la valeur. Et là, il y a une très grosse colère. Donc il a fallu affronter cette colère, faire preuve d'écoute. Alors c'est un encouragement, c'est-à-dire n'ayez pas peur, lancez-vous dans le PLUI, soyez dans la recherche de la proximité avec la population, on a tout à gagner, et expliquez de façon très simple les choses, et pour cela, soyez bien accompagnés.